Alors, ça marche bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Pour les participants qui sont toujours là ou qui sont revenus, je vous invite à nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire que vous êtes bien en ligne, que vous nous entendez. Ah, très bien, le Bénin nous entend. Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Olivier Babinet, le réalisateur de Swagger, dont vous avez vu le film à l'instant pour certains et un peu plus tôt pour d'autres. Voilà, donc le Bénin et le Brésil nous ont rejoints. Nous pouvons commencer. Le contexte de cette rencontre, c'est que nous sommes avec le réalisateur d'un des films de la sélection du prix des jeunes cinéphiles francophones, qui est une sélection qui invite les apprenants de français dans le monde à s'emparer du cinéma comme un moyen d'apprendre le français un peu plus ludique et innovant. Et donc, avec ce prix, vous avez deux possibilités pour voir les films en classe. D'une part, un vote. Et le film qui aura recueilli le plus de votes sera annoncé lors du Festival de Cannes sur le pavillon des cinémas du monde. Et en deuxième partie, vous pouvez également faire un concours. Et le lauréat, l'apprenant qui nous enverra sa vidéo et qui sera retenu, gagne un voyage en France. Et une invitation à un festival de cinéma qui est le festival des premiers plans d'Angers. Donc je vous invite à... Je connais bien. Oui, je vous invite à participer, envoyer vos vidéos. Une vidéo de moins de 2 minutes en français qui fait la critique positive ou négative d'un des films que vous avez vus. Donc n'hésitez pas, envoyez-les nous jusqu'au 15 mai. Pas de critique négative non. De mon film, hein, sinon je vais être très vexé. Hein. Oui, plutôt positif, c'est sûr. Non. Et donc, cet échange, je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue du département cinéma qui va échanger avec Olivier. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour transmettre vos questions, Aurélie. Voilà, à tout à l'heure. J'aimerais bien vous voir. Hein. Mais... Vous pouvez envoyer des photos. Ah. On a fait ça la semaine dernière. Ah, ça serait sympa. Donc, bonjour Olivier. Bonjour. Donc, moi je suis Aurore Auguste, je travaille au département cinéma de l'Institut français. Enchanté. Donc, je m'occupe des acquisitions de films, donc j'étais les petites mains actives pour Super. acquérir justement Swagger. Voilà, je sais qu'on peut dire les deux. Non. Moi je dis Swagger parce que c'est le mot anglais, on dit Swagger, oui, et comme c'est un mot anglais à la base. Moi c'est ce que je dis aussi, mais certaines personnes parfois m'ont repris, donc je voulais tirer ça au clair, donc c'est parfait, on peut dire Swagger. Qu'on a acheté donc, il y a 1 an et demi, 2 ans, et qu'on a au catalogue de l'Institut français, justement pour permettre au poste de pouvoir voir ce film. Je sais également que vous revenez d'une tournée avec Angers en Chine, oui. Où vous avez pu participer à une thématique qui était école au cinéma. Si je ne dis pas de bêtises. Ça dépend parce qu'il y a eu plusieurs thématiques. Séances en Chine, différentes. Le festival de Pékin, il y a eu Shanghai aussi. Une université avec que des étudiants chinois. Voilà, il y avait plusieurs choses. Donc, je vous poserai peut-être une petite question à la fin par rapport à ça, parce que ça peut être effectivement intéressant d'en parler. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, donc le film, je vais un peu lancer cette conversation avec des questions que vous avez peut-être déjà entendues ou pas. Voilà, on est là pour ça. Moi, ma première question, donc, par rapport à ce film, personnellement, j'ai beaucoup aimé, particulièrement la mise en scène. Donc, ma première question, ce sera par rapport à la mise en scène. Donc, d'où est venue l'idée de mettre en scène de cette façon-là, c'est-à-dire les effets spéciaux, un côté très fiction, voire, j'ai envie de dire, parfois science-fiction, pour ce récit qui, pour le coup, s'ancre à 100% dans le réel. Là, on ne raconte pas d'histoire, on parle de personnes qui existent, on parle de leur histoire, mais ce choix de mise en scène qui n'est pas juste une caméra posée avec des questions, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je me demandais d'où venait cette envie. Cette envie, elle vient peut-être d'un mélange d'une peur un peu. Non, j'ai une peur, mais c'est parce que moi, je n'avais jamais fait de documentaire jusque-là. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était toujours de la fiction, donc des histoires imaginaires, même quand je faisais des clips ou des publicités, long métrage de cinéma, court métrage, j'ai fait une série, c'était toujours des histoires imaginaires.
Donc, je dirais que c'est quelque chose que je connais, que j'aime, que je pratique depuis longtemps. Mais là, comme j'ai passé beaucoup de temps dans cette école parce que j'étais là pour apprendre aux enfants à faire des films, on m'avait proposé ça, je n'étais pas allé pour faire un film. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un film sur eux pour montrer comment ils sont, parce que ça me rappelait mon adolescence, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur l'adolescence, parce que c'est une jeunesse des cités en France qui est souvent caricaturée, et moi j'étais là au cœur de ce collège, et j'avais envie de montrer qui ils étaient vraiment. Donc quand j'ai dit peur, c'est que finalement ce qui me faisait le plus peur, c'était l'inconnu, c'était la partie documentaire, puisque je ne l'avais jamais fait. Donc je me suis appuyé sur ce que je connaissais et mes armes, qui sont la fiction et la mise en scène. Et, et après, c'était aussi parce que j'avais envie je pense, de les filmer comme des... Alors, je sais plus si je me le suis dit avant ou si je le dis après, mais je pense, j'avais envie de les filmer comme des héros de cinéma, parce que je trouve je trouvais qu'ils avaient une dimension héroïque dans leur vie, dans les uns et les autres, dans leur détermination, dans leur, je sais pas, que si je parle de Paul, quel garçon indien, quand il dit qu'il fait les CV, qu'il est le modèle de la famille, que son père est malade et à la maison, que sa mère n'a pas de travail. Bon, il y a une dimension héroïque, je trouve, là-dedans, et, ou même, je dirais, Mariama, qui est la petite fille qui dit qu'elle est toujours choisie en dernier en sport. Et ben, à l'époque, c'est pas dans le film, mais elle m'avait raconté qu'elle s'occupait de ses petites sœurs, qu'elle les changeait, qu'elle leur faisait à manger. Beaucoup de responsabilités pour une petite fille de 11 ans. Donc j'avais envie un peu de les filmer comme des héros de cinéma, puis de montrer ce qu'ils avaient dans la tête, et pour ça, bah oui, de partir un peu dans un peu des fantasmes ou des souvenirs. C'est une façon de sublimer un peu ces héros ordinaires en les mettant en scène de façon... Oui, et en même temps, le mot sublimé, et je m'en méfie un peu parce que des fois on m'a dit, ah oui, mais vous filmez les cités, la banlieue, et c'est beau, et ça, c'est pas ce que vous êtes en train de dire, hein, mais c'est quelque chose qui, moi, me choque un peu, parce que pourquoi est-ce que sous prétexte que je fais un film dans les cités, je vais faire une image moche, et rendre tout moche et triste, alors que et pourquoi si je filmais un appartement bourgeois dans le centre de Paris, je le filmerais et je ferais une belle lumière, par exemple. Moi, j'aime bien le cinéma, j'aime bien travailler l'image et le son, parce que je trouve que c'est des dimensions très importantes du cinéma, c'est la base du cinéma. Et donc là, finalement, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Mais voilà. Très bien, non, bah merci beaucoup pour ce retour. Bah, je vais enchaîner avec une autre question qui ressemble un peu à ce que vous avez dit, justement, le mot sublimé un peu dérangeant. Bah, c'est peut-être une question un peu dérangeante aussi. Non, mais c'est bien. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez frappant quand ils parlent justement de leur cité, de leur vie, de leur rapport aux autres. Les autres, les Français, les Français blancs, catholiques, si on peut dire les choses comme ça. Même s'il y a beaucoup de catholiques parmi eux. Il y a de tout. Mais voilà, les Français de l'autre côté du périph', on va dire. Mais c'est vrai que ça veut dire blanc, en fait. C'est un mot qu'en France, on a un peu du mal à employer les mots blanc, noir, arabe. Moi qui viens de Guadeloupe, on me dit, hein, il est blanc, il est noir. Enfin, c'est des mots qu'on n'a pas très facilement pour... Oui, je pense que c'est important de dire les choses simplement. C'est vrai que nous, on dit black, on en fait des anglicismes un peu pour pas dire noir. Pas dire le mot, alors que tout à fait. Voilà. Et donc, quand ils disent, effectivement, quand ils parlent des Français, eux, ils se sentent français, mais ils parlent des blancs français. Donc justement, quand on les voit justement donc parler de leur cité, de leur vie, de leur rapport aux autres, on a parfois, je dis bien parfois et ce n'est qu'une impression, que c'est peut-être un peu trop cool justement pour être vrai, parce que c'est bien filmé, parce qu'ils sont entre guillemets sublimés. On a l'impression que la cité, c'est en même temps, ce que je dis, au contraire, on peut le prendre comme ça, ou au contraire, ils sont peut-être la preuve vivante aussi qu'on ne naît pas aigri, qu'on ne naît pas gris, que c'est pas parce qu'on vit en cité qu'on est effectivement forcément malheureux, sans ambition, ou qu'on ne doit être perçu qu'à travers des images sombres ou négatives. Voilà, est-ce que c'était justement cette volonté-là, mais vous avez un peu répondu à ça d'une certaine manière. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un tableau global, avec des nuances et des contradictions, mais qui serait plus juste que juste
un reportage où des journalistes viennent et passent 10 minutes, ils posent une caméra. Je ne dis pas que tous les journalistes font ça, mais on va dire dans les chaînes d'infos continues, on pose une caméra, on reste 10 minutes, on repart, on sait déjà ce qu'on veut dire avant et on filme de loin, on met une musique un peu angoissante. Ah, les cités. Bon, moi j'ai passé d'abord 2 ans avant de faire le film là-bas. Quand je dis là-bas, bah, j'y allais une fois par semaine en gros, puis des moments j'y allais tous les jours. Et puis après, il y a eu encore 2 ans pour faire le film. Donc, c'est un peu plein de choses que j'ai vues. Finalement. Des bouts, les mamans qui pique-niquent. Il y a des mamans qui pique-niquent. Et quand il fait beau, voilà, c'est bucolique. Il y a des perroquets, des oiseaux des îles qui nichent dans les arbres parce qu'ils se sont échappés d'aéroports dans les années 80. Oui, il y a des dealers, il y a des guetteurs, il y a aussi des petites filles qui font de la trottinette, il y a aussi des mamans qui travaillent tôt, qui vont nettoyer les avions, qui se lèvent tout. Donc, je voulais montrer l'ensemble et pas simplement toujours la même chose qui est spectaculaire, et c'est pour ça qu'on la montre, et c'est pour ça, moi j'appelle ça la mythologie du film de banlieue. Même les gens qui ont grandi en banlieue, des fois, peuvent pas s'empêcher de faire des films de gangsters, de dealers et tout ça. Oui, il y a ça, mais il y a plein de personnes différentes qui ont des envies différentes dans les cités. Moi, je voulais montrer ça, et c'est pas enjolivé parce que on se méfiait de ça beaucoup avec la monteuse. Oui, de trop enjoliver. Voilà, parce que comme moi j'aimais beaucoup ses enfants, et elle aussi s'y est attachée comme une espèce de maman pendant 8 mois où elle a monté ça. Elle avait d'ailleurs des fétiches, parce que son copain est un Touareg, et elle avait des fétiches africains pour accompagner le montage et protéger le film. Mais on savait que le danger du film, c'était de faire ce qu'on appelle l'angélisme, et donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il ne fallait pas faire ça. Donc il y a aussi, je pense, il y a différentes choses. Il y a des fois de la brutalité, on voit de la brutalité, quand Régis raconte les bagarres, la fille qui s'est fait arracher la joue, même s'il rigole, bon, c'est quand même quelque chose de dur. Le petit qui est choisi, et les deux qui sont choisis en dernier, ce sont des choses... Mais ça, c'est universel. C'est la vie, en fait. On est grandi, on a connu ça. Parce que c'est ça aussi que je voulais montrer, c'était avant tout des enfants et des adolescents. Et la cruauté de l'âge, parce que on l'aborde dans le film, on a tous connu ça. Au collège, voilà, on se moque des fois des plus faibles, de ceux qui sont différents. C'est dommage, mais bon, là, on a un âge où on est un peu cruel comme ça. Que ça se passe en banlieue. Que ça se passe en banlieue ou à Versailles, tout à fait. Voilà, dans le 16e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement très riche de Paris, il y a aussi de la cruauté entre les enfants. Mais, et comme on a montré aussi par moments on a mis du temps à monter ça, mais quand on voit Régis, il y a Régis et Aaron à un moment qui sont très racistes avec les Roms. Alors les Roms en France, ce ne sont pas les Roumains, mais c'est des gens qui vivent dans des caravanes, qui sont nomades, comme on dit, qui vivent dans des camps, qui sont souvent dans la plus grande pauvreté. Et il y a plein de clichés qui courent sur les Roms et de racisme. Et là, on voit beaucoup de racisme à un moment chez Aaron et Régis. Ben, ça, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. On montre aussi, tiens, le racisme existe chez tout le monde. Les mots qu'ils emploient, c'est les mêmes qu'emploierait un raciste blanc traditionnel pour parler des Noirs ou des Arabes. Là, c'est des Noirs qui parlent des Roms. Il y a toujours un plus faible qu'on désigne comme responsable des problèmes. Et ça, c'est une réflexion sur l'humanité en général. Et voilà. Et on a essayé de faire un film un peu complexe, quoi, qui soit pas, je crois. Oui, qui soit pas qu'un film effectivement sur des jeunes de banlieue, mais un film sur l'adolescence aussi, sur complètement. Et justement, par rapport à tous ces jeunes, donc vous avez expliqué que vous aviez travaillé avec eux avant, pendant 2 ans. Donc je m'étais renseignée à ce sujet aussi. J'imagine qu'il y a eu pas mal de collégiens qui ont fait part de ces ateliers. Les 11 qui ont été choisis pour le film, est-ce que c'était les seuls qui faisaient les ateliers à l'époque, ou vous aviez beaucoup plus d'étudiants et de collégiens, mais que vous avez choisi ces 11-là? Alors, parmi les 11 qui sont dans le film, voilà, je me posais la question. Bon, vous avez vu, en tout, il y a une centaine de collégiens dans le film, mais les 11 qui parlent dans les entretiens, où on a passé une journée avec chacun à parler,
à échanger sur plein de sujets. Eh bien, ces 11-là, non, je ne les ai pas du tout tous eus en atelier. D'accord. Il y en a certains, Aaron et Abou. Aaron, c'est le garçon qui dit qu'il préfère jouer au foot qu'aller avec les filles et qui dit qu'il a rêvé qu'il était président de la République à la fin du Et qui film. ne croit pas qu'on vienne de bactéries. Voilà, ouais. Et qui est protestant évangéliste d'ailleurs. Et Abou, qui est en haut de l'escalier, qui parle de l'esclavage à un moment. Bon, eux, je les connaissais bien. On va dire, on avait même des liens d'amitié malgré notre différence d'âge. On mangeait à la cantine ensemble, parce qu'eux, on avait fait des ateliers ensemble. Donc, ils ont accepté très naturel. Je leur ai proposé, ils ont accepté tout de suite. C'est parmi ceux que je connaissais le mieux. Mais il y en a d'autres que je connaissais très peu. Y compris Naila qui parle de Mickey à la fin du film, tout ça. J'avais parlé 10 minutes avec elle dans ma vie avant de faire le film. On cherchait une petite fille. Non, en fait, donc ces enfants, on a dit qu'on faisait un film. Moi, j'avais tourné d'abord, j'ai passé 2 ans, on a fait des ateliers, on a fait 8 courts-métrages avec 3-4 classes, on va dire. Après, j'ai fait un clip. Donc j'avais travaillé avec une professeure de français, après j'ai fait un clip où 100 enfants, les professeurs, les surveillants ont participé. Et donc à partir de là, j'ai commencé à parler que j'allais faire un film, un long métrage, parce que ça m'a donné envie. Et on essayait d'avoir le plus de gens possible dans le film. Donc on disait, tous ceux qui veulent participer au film sont les bienvenus. Donc on a réussi à motiver une centaine on a eu les autorisations parentales, ils sont venus, ils sont levés à 6h du matin, ils sont venus pendant les vacances, tous les jours. Et après on disait à tous, on disait, mais on cherche aussi certains qui accepteraient de répondre à 200 questions, passer une journée avec 2 caméras, une grosse équipe, vous ne connaîtrez pas les questions en avance. Et moi j'attends des gens qui parlent, qui ne disent pas juste ouais, je sais pas, comme répondent souvent les adolescents aux adultes. Ils n'ont pas trop envie de leur parler. Et donc, là, il y en a plein qui ont dit « Ah non, moi, je ne veux pas faire ça ». Et donc, il y en a une trentaine qui étaient d'accord de le faire. Donc, quand même une trentaine, parce que comme vous dites, parfois, ils ont un peu du mal, les enfants, à justement vouloir parler, se livrer avec des adultes. Je dis une trentaine, je ne sais plus très bien, on va dire entre 20 et 30. Il y a eu des 30. retours. Voilà. Il y a des gens il y en a qui ont bien voulu. Et après, c'est un choix que j'ai fait en discutant aussi avec la première assistante du film, le producteur. Le choix, il s'est fait pour être représentatif de ce que c'était que des enfants dans un collège, donc des petits, des grands, de 11 ans à 15 ans, des garçons, des filles, des origines diverses, des religions diverses, que ça soit à peu près représentatif des enfants que moi j'avais vus pendant 2 ans. Alors après, on pourrait dire qu'il n'y a pas dedans vraiment de camp, ou de voyous, ou c'est vrai, il n'y a pas de bad boy. Il n'y a pas vraiment de bad boy. Le seul qui est au bord du gouffre et qui pourrait devenir un dealer, c'est Paul, puisqu'il le dit, qui est donc le jeune garçon qui est indien, qui est dans une situation telle qu'il est au bord d'aller travailler avec, en tout cas qu'il a failli y aller, il n'est pas allé, il n'est toujours pas allé d'ailleurs aujourd'hui, même s'il est toujours dans une situation difficile. Mais après, oui, voilà, j'ai pas eu de vrai bad boy, mais le truc, c'est que soit ils sont virés, donc ils restent pas longtemps. Il y en a pas, je dirais pas beaucoup plus que moi. J'ai grandi à Strasbourg, aussi des bad boys, mais je dirais pas qu'il y en avait une proportion beaucoup plus grande pour moi. Hein, mais, oui. Et puis après, j'ai essayé d'en avoir un. Mais j'étais en contact avec lui, avec un professeur, mais il était en train de partir complètement à la revue et il ne me répondait pas. Il était comme un morceau de savon qui glisse entre les mains. Il n'a pas voulu le faire. J'ai pas réussi. D'accord. Et donc, je pensais, dans ces cas, je vous sens nom qui me sort de la tête. Oui, des questions. Il va y avoir des questions après. Moi, je me posais la question, j'ai oublié son prénom de cette petite qui parle donc très peu, qui est très très discrète, qui a du mal à dire son prénom au début, justement. Oui, Aïssatou. Oui. Aïssatou, comment vous avez fait pour la faire participer? Parce qu'elle est extrêmement touchante et son portrait est très important, je trouve, dans ce film. Oui, bien sûr, elle est très importante. Comment vous avez fait pour la convaincre, pour finalement de se livrer autant?
Alors, oui, je trouve qu'elle est très importante parce qu'elle est. On a tous connu, vous peut-être, vous en connaissez, quelqu'un comme ça au collège qui parle pas, dont les gens se moquent, qui a pas ses affaires en sport, qui voilà, ou qui est un peu rejetée, un peu différente et tout. Et Aïssatou, que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a eu un grand courage parce qu'elle a mis des mots là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très touchant, parce que d'un coup, elle dit, je suis comme un fantôme, je ne sais même pas ce que c'est avoir un ami, en tout cas au début du film. Et après, bah, comment elle a été dans le film, c'est parce que quand je préparais le clip, donc avant de faire le film, je passais des heures dans la cour à essayer de motiver les enfants avec des membres de l'équipe. On avait les autorisations pour donner aux parents. Et Aïssatou est venue s'asseoir à côté de moi et elle a passé je me souviens, au moins 1 heure ou 2 à côté de moi à me poser plein de questions. Et à voir ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire souvent les yeux très baissés, le visage fermé, puis tout d'un coup relever la tête, me regarder dans les yeux, un sourire comme ça, et puis beaucoup de un mélange de lucidité et en même temps des fois elle est beaucoup plus, je trouve, lucide, elle est très pessimiste, mais des fois elle peut être plus lucide que tous les autres sur certaines choses, et en même temps elle a une différence, elle n'est pas comme les autres. Et donc c'était en préparant le clip, et je lui avais proposé de participer au clip, mais elle n'est pas venue. Et donc je l'ai revue après, je lui ai dit, bah, t'es pas venue. Elle m'a dit, oui, j'étais malade. Je lui ai dit, bah, tu sais, je prépare un film, est-ce que tu voudrais y participer? Et elle m'a dit oui. Et je lui ai dit les questions, tout ça, elle m'a dit oui. Donc voilà, je la connaissais un peu, on avait discuté, je dirais qu'on avait discuté de, peut-être c'est ça où elle a commencé à me faire confiance, on a discuté d'égal à égal, c'est-à-dire que moi je suis adulte, elle n'est pas adulte, mais en même temps je n'étais pas exactement un professeur, parce que les professeurs ils créent un rapport, une distance, et c'est normal, et pour exercer leur métier, mais moi je n'avais pas ce rôle-là, donc je pense que la confiance a commencé là, et parce que je lui parlais normalement. Ce qui n'était pas toujours le cas de certains professeurs qui lui parlaient un peu comme si elle était retardée. Et ce que je trouve des fois un peu problématique parce que ça maintient les gens dans quelque chose. Voilà, il ne faut pas les maintenir là-dedans. Et voilà. Et après, Aïssatou a participé. Quand elle n'arrive pas à dire son nom au début du film, elle est très émue surtout. Elle est très intimidée par les caméras, par le début de l'entretien. Et il y a une chose particulière qui s'est passée avec Aïssatou, c'est qu'au bout de 2 heures ou 3 heures d'entretien, à la moitié d'entretien, elle a dit je veux arrêter, je suis fatiguée. On a fait une pause déjà, puis après elle m'a dit je veux arrêter, je suis fatiguée. Je réponds à une des questions d'ailleurs, j'en profite parce que c'est pas du tout préparé à l'avance, hein, les répliques, rien n'est écrit, ils connaissaient pas les questions, ce sont uniquement les mots qui sont sortis de leur bouche à ce moment-là. Il n'y a rien qui n'a été préparé. De temps en temps, je leur demandais juste de répéter un mot qu'on n'avait pas compris ou qu'on comprenne de quoi on parle, le contexte, mais c'est tout. Tout est sorti de leur bouche, c'est pas du tout écrit. C'est plus la mise en scène qu'on a l'impression qu'on pourrait être dans un film parce qu'il y a la caméra qui s'approche, il y a des violons. Quand Aslan raconte son rêve, elle a fait un cauchemar, un homme a tiré tout en noir sur sa famille, des gens pensent que ça lui est vraiment arrivé. Mais c'est un rêve qu'elle est en train de nous raconter. Mais sauf qu'elle a un air dramatique parce qu'elle se rappelle de son rêve. Voilà. Et la mise en scène a fait ressentir ça. Cette peur, parce que ça fait peur, les cauchemars. Mais voilà, je ne sais plus si oui, non, c'est. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Et je dis juste un dernier truc avec Aïssatou, c'est qu'Aïssatou, donc elle a arrêté au bout de la moitié, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord de revenir plus tard pour faire la suite des questions? Et de revenir quand on aura trouvé l'argent, parce qu'au début, on n'avait pas l'argent pour faire tout le film. Et il s'est passé 1 an avant qu'on trouve l'argent pour faire le film. Donc elle est revenue 1 an après, avec les mêmes vêtements, on lui a fait la même coiffure, on l'a mis dans la même lumière. Et donc d'une fois, d'un plan à l'autre, il se passe 1 an. Et c'est surtout, nous, on a construit au montage. Et donc il y a une évolution, parce qu'une des premières questions que je lui pose 1 an après, c'est est-ce que tu as une amie? Est-ce que tu as des amis? Et elle m'a dit oui, j'ai une amie. Et elle a souri, et donc je lui ai raconté, et je lui ai dit, bah, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais avec elle, et tout. Donc elle m'a raconté. Après, dans le film, je l'ai montré. J'ai montré, ce n'est pas sa vraie amie, parce qu'elle ne voulait pas faire le film, donc c'est une autre fille qui a joué son amie, mais j'ai mis en scène, pour le coup, ça c'est mis en scène, hein. Je parle des entretiens, tout ça, c'est leurs mots, mais après, les scènes, c'est moi qui les ai mis en scène, toutes les autres, mais en partant de ce qu'eux disaient. Et donc quand elle marche dans la rue, avec son amie, bah, c'est ce qu'elle m'avait raconté, qu'elle faisait,
qu'elles rentraient de l'école ensemble, qu'elles faisaient des promenades ensemble et tout ça. Et effectivement, Aïssatou, on sent qu'elle s'ouvre dans le film, et c'est parce qu'il s'est passé cette année-là. C'était pas prévu que je tourne un an après, moi c'était juste un instantané, parce que le film c'est un peu c'est un instantané dans la vie de 11 collégiens, mais c'est très bien parce que du coup c'est elle qui fait la conclusion du film, et puis elle a plus comment dire, mis des mots sur ce qui faisait qu'elle avait confiance en personne, voilà, des choses qu'elle a fait parce qu'elle avait plus confiance, elle avait totalement confiance en moi au bout d'un an, puis elle avait confiance en toute l'équipe, elle revenait tous les jours, même quand elle ne tournait pas, elle était à côté de moi, je lui expliquais des choses. Enfin, bon, bref, elle m'aidait pour la mise en scène. Super. Comme je disais, il y a pas mal de questions qui arrivent, donc je vais laisser la place. J'en pose juste une dernière. Oui. Peut-être, pareil, encore une fois, un peu plus pour moi. Parce que moi, avec le recul, après avoir revu le film encore, je me dis que j'aimerais beaucoup voir un Swagger 2, voir un Swagger 3, suivre ces adolescents ou en rencontrer d'autres. Et je me demandais si vous aviez eu l'envie, à un moment ou à un autre, de les retrouver, et peut-être sous un autre format. Une série documentaire qui les suivrait, enfin voilà. C'est vrai que ces enfants sont touchants et sont des enfants normaux, pas parce qu'ils habitent en banlieue. C'est effectivement des adolescents comme les autres, avec des états d'âme d'adolescents comme les autres, mais avec quand même cette chose en plus, parce qu'eux, ils viennent de cette banlieue compliquée qu'est Aulnay. Donc voilà, moi je me disais, voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils deviennent. Alors il y a plusieurs choses, c'est que souvent il y a des adolescents, parce que j'ai montré le film dans beaucoup de pays, et puis dans beaucoup d'endroits de France, et devant beaucoup d'adolescents de cités de France. Et ça arrivait souvent, genre à Mulhouse ou à Garges-les-Gonesse, ils disent, mais monsieur, mais c'est nous, pourquoi vous ne venez pas faire un Swagger chez nous et tout ça. Et moi, je leur dis, bah oui, bien sûr, je pourrais faire ma Swagger toute ma vie, faire le tour de tout. Je suis sûr que. Parce que ces enfants-là, ils sont effectivement très attachants, intéressants. Mais j'ai l'impression que j'aurais pu faire sur plein d'autres de ce collège. Je pourrais évidemment faire, je ne vous vois pas, mais c'est évident, faire un film sur vous. Vous avez tous sûrement une histoire particulière. Du moment que quelqu'un est prêt à jouer ce jeu-là, à le raconter, c'est forcément intéressant et touchant. Et, après, faire Swagger 2 plus tard, je ne sais pas. J'avoue que c'est un mélange de... Il y a deux choses. C'est que d'une part, de toute façon, je suis évidemment en contact toujours avec eux. J'ai des nouvelles à Aïssatou, on s'est échangé des textos hier. On va se voir bientôt. Je sais exactement ce qu'ils font tous aujourd'hui. Pas exactement. En gros, vous avez gardé des pas liens. Exactement, mais j'ai gardé des liens. Après, faire Swagger dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, c'est pas pareil. Le charme de Swagger, c'est aussi que c'est un âge, c'est entre l'enfance et l'adolescence. On change beaucoup, on a plein d'espoir. Donc, ce ne serait pas du tout le même film. Ce serait un film sur des adultes qui seraient peut-être déçus pour certains de leur vie ou pas, ou quoi, je ne sais pas. Je redouterais un petit peu de le faire. Mais après, moi, je dirais, on verra. Donc pour l'instant, je vais faire un autre film qui n'a rien à voir et qui est totalement une fiction, qui ne parle pas du tout de ça. Mais moi, des fois, je me disais que le pendant de Swagger que j'aimerais faire, c'est en France, ce serait sur la jeunesse blanche, plutôt raciste, des coins où on vote beaucoup à l'extrême droite, et qui est une jeunesse aussi abandonnée des fois. Quand je dis, voilà, à Aulnay, je dis abandonné, il y a des choses, il y a le collège, il y a les professeurs, il y a plein d'infrastructures, mais c'est une jeunesse qu'on isole, qu'on abandonne un peu. Je trouve que l'État abandonne. Et c'est pareil finalement pour la jeunesse blanche qui se sent rejetée, qui est aussi abandonnée par les politiques, qui se dit de gauche ou de droite, et leur donner la parole et voir un peu ce qu'ils ont dans la tête, essayer de les aimer, même si a priori c'est plus difficile, et aussi pour alors peut-être les faire se rencontrer après, parce qu'à mon avis ils ont beaucoup plus de points communs qu'ils ne pensent. Voilà. Bien sûr. Puisqu'ils se dressent les uns contre les autres, ou on les dresse les uns contre les autres, parce que c'est diviser pour mieux régner. Voilà. Mais si cette jeunesse s'alliait, là, on aurait quelque chose. Ça pourrait être très intéressant. Donc peut-être pas Swagger 2, mais
une autre version de la chose. Voilà, Bon, ben, mais ça s'appellera peut-être pas Swagger, parce que c'est pas la même histoire. Mais bon, je sais pas. Voilà, on verra. On verra. Une chose est sûre, Ouais. ces enfants nous ont touchés. Ben, merci. Et, Ben, moi aussi. C'est pour ça que j'ai fait ce film. Ben, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais laisser ma place à nouveau à Eugénie et vous allez pouvoir échanger avec, avec le Bénin et le Brésil. Ah d'accord. Ah, c'est pas intéressant la question sur le Bénin. Ouais, effectivement. Merci Olivier. Ben, merci beaucoup. C'était bien les questions. Merci. Alors, j'ai essayé off caméra de faire des parties un peu d'ordre, mais on va sûrement les reprendre. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, la première question que je reprends, c'est votre choix de titre. Oui. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Avoir du swagger et alors, est-ce que j'ai le droit à un joker et passer à la question suivante? Next. Je dis ça parce que comme il y en a plein et il y en a qui... C'est parce que cette question-là, j'ai répondu des centaines de fois. C'est un peu long d'y répondre. La réponse est intéressante, mais j'en ai un peu assez des fois de répondre. Alors, comme je vois d'autres questions, parce que moi, ce qui m'intéresse, je trouve, moi, je suis intéressé par vous, en fait. Je vais répondre à vos questions, mais par exemple, quand je lis là, nous sommes béninois, nous ne nous sommes pas retrouvés dans le garçon béninois présenté dans le film, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. C'est pas vraiment une question, mais moi, ça m'intéresse d'entendre un peu que vous me parliez de vous, mais je sais que c'est pas évident en écrivant, mais que vous me parliez un peu effectivement des différences ou des points communs. Et après, Elvis a grandi au Bénin. Mais ça m'intéresserait de voir en quoi vous n'êtes pas reconnu. Et là, je lis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la réalité des favelas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elle ressemble avec la réalité des banlieues en France? Alors, je ne suis jamais allé dans une favela, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que c'est différent quand même. Mais en quoi? Je ne sais pas très bien. C'est plus vous qui pouvez me le dire, là encore, puisque moi, j'ai jamais été dans une favela. J'ai vu des films, mais encore une fois, j'ai vu des films de gangsters, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va montrer plutôt des histoires de gangsters dans les favelas, parce que la violence, tout ça, c'est excitant, ça fait vendre, et on aime bien regarder des films comme ça. Mais il y a sûrement d'autres réalités des favelas que moi, je ne connais pas. Nous n'avons pas connu l'accent béninois. Je pensais qu'il fait semblant d'être béninois. Je sais pas. Alors là, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, Elvis Zanou, quand on fait le film, ça fait pas longtemps qu'il est en France, ça fait 2 ans, et il a un accent différent de ceux qui ont grandi à Aulnay. D'ailleurs, par moments, je disais qu'il se moquait de lui un petit peu. Puisque dès qu'on est un peu différent, on subit des moqueries. Mais oui, il a grandi, il m'a beaucoup parlé de l'école, des punitions au Bénin, que c'était plus dur au niveau des punitions qu'en France, ça devait aller prendre des coups de bâton sur les pieds, il me semble, et qu'il avait été puni une fois, il avait dû nettoyer l'école, se lever à 4 heures du matin pendant je ne sais pas combien de semaines pour faire le ménage dans l'école. Et des fois, il trouvait que les autres étaient un petit peu des enfants gâtés parce qu'ils ne respectaient pas assez les professeurs et qu'ils ne travaillaient pas assez à l'école. Voilà. Après, on a un peu l'impression qu'il n'a pas ramené sa culture béninoise. Alors, je pense que Elvis, il veut vraiment réussir à l'école, il veut vraiment s'intégrer, il est très content d'avoir rejoint ses parents. Il veut aussi donner cette image de garçon parfait, hein, je pense, puisque sa maman lui met quand même pas mal la pression au niveau des études. Voilà ce que je peux dire. Il faudrait qu'il soit là avec moi. Mais c'est vrai qu'il est. Mais c'est parce qu'il est un peu. Ouais, il veut donner une image. Et il est un peu comme ça dans la vie. D'ailleurs, il s'est lancé dans la politique. Et donc, il a rejoint le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et puis, il
il est délégué des élèves national, il est très, donc il a peut-être déjà ce ton un petit peu des gens qui veulent contrôler leur image, comme les politiques des fois qui paraissent un peu comme des acteurs. Mais voilà ce que je peux dire. Il y avait une autre question à laquelle je ne m'attendais pas, je la trouve très intéressante du Bénin, qui était que quelquefois on avait l'impression que l'école était comme une prison. Oui. Et donc la question était, est-ce que toutes les écoles en France sont comme ça? Moi, ça m'a fait penser au début du film quand on les voit arriver au collège et qu'on leur demande leur carnet. Et c'était comme ça chez moi aussi. Donc, je dirais que c'est à la fois, il y a un côté comme ça, parce que l'école est contrôlée, effectivement, il y a des caméras, il y a des élèves qui s'en échappent, comme d'une prison, il y a un trou dans le grillage, il y a... Après, c'est aussi moi, ma vision, parce que moi, j'ai pas du tout aimé l'école, j'ai pas du tout aimé le collège, et donc j'ai vécu ça un peu comme un endroit. Puis j'étais à l'internat, c'est encore plus une prison parce qu'on ne peut même pas rentrer chez soi le soir. Euh, et donc c'est peut-être ma propre image de l'école qui vient se rajouter là-dessus. Euh, Après, le principal de l'école, il y en a eu deux, parce que bon, le nouveau était un ancien gendarme, donc il était quand même un peu ambiance carcérale, quoi. Et voilà. Après, c'est vrai que j'ai vu des écoles beaucoup moins, strict. oui, moins carcérales, mais c'est normal en même temps de contrôler les entrées, les sorties. Mais en même temps, il y avait des super professeurs aussi dans cette école. C'est un mélange de choses, hein. Oui, On ne montre pas que ça, on montre aussi quand ils s'amusent dans la cour, quand ils jouent. Quoi. Il y a aussi beaucoup de joie au sein de cette école. Parce qu'on vole toujours des moments de joie et de liberté, particulièrement quand on est enfermé dans une école. Et puis pendant les entretiens, il y a des belles lumières, des couleurs, Donc on est dans des bulles. C'est vrai qu'on est beaucoup enfermé, mais en même temps. Mais de toute façon, l'école, parce qu'à la fois, effectivement, vous avez raison, j'ai montré le côté carcéral, mais aussi j'ai montré, finalement, c'est pas vraiment un film sur l'école. Moi, je me suis servi de l'école un peu pour. C'est comme si l'école, c'était l'intérieur de leur tête. Vous avez parlé de bulles, c'est ça, c'est que ils étaient entre deux cours, peut-être que Régis allait en cours de maths, et tac, on l'arrête, et tout le temps s'arrête, et il nous raconte sa vie, et le collège, ça devient un espace mental, en fait. Voilà. Alors j'enchaîne avec une question. Oui, il y en a beaucoup. Il y a une question sur le passage entre l'écrit et l'image. Et j'ajouterais même que dans ce cas où il y avait 200 questions, comment est-ce que vous avez préparé les questions et ensuite pu faire votre choix pour le montage des thèmes, dans quel ordre, que mettre de côté, parce que j'imagine que vous aviez beaucoup d'images inutilisées. Alors répétez-moi la première partie de la question, c'est quoi? Comment est-ce qu'on passe de l'écrit des questions au tournage de l'image? Moi j'avais comme un fil conducteur, j'avais plein de questions que j'avais accumulées pendant 2 ans. J'avais essayé de traiter un maximum de choses, des questions suffisamment ouvertes pour qu'ils puissent raconter aussi des histoires personnelles ou des questions sur des grands sujets, sur l'école, sur leurs parents. Et, euh, et après, c'était mon fil conducteur, mais je l'avais pour tous. Puis des fois, selon qui j'avais en face, selon son âge, selon où nous emmenait l'entretien, on ne suivait pas toujours le même fil de questions. Mais c'était aussi qui n'est pas dans le film, c'est que c'était une discussion. Naïla, elle a dit, oui, Olivier, c'était pas comme les professeurs parce qu'ils nous racontaient sa vie aussi. Parce que moi, je leur racontais aussi tous mes souvenirs d'école, machin, ou j'en sais rien. Moi, c'était comme ça avec mes parents, et toi, et donc c'est aussi peut-être la confiance, sûrement, s'est établie là-dessus parce que c'était une discussion. Après, moi, j'ai enlevé tout ça parce que ce qui m'intéressait, c'était eux. Voilà. Mais ça rejoint. Avez-vous voulu mettre en avant une personne plus Une culture, quelle représentation des cultures et des individualités? Je vois, est-ce que le but du film était de s'identifier aux personnes filmées? Bah oui, moi je voulais vraiment que les spectateurs s'identifient à l'un ou à l'autre. Parce que je pense qu'on peut tous s'identifier à l'un ou à l'autre. Et en ce qui me concerne, je pense que j'ai été l'un ou l'autre, peut-être pas tous, mais à un moment de ma vie.
J'ai eu des moments où j'étais sûrement très timide, mal dans ma peau, des moments où j'étais pas en manteau de fourrure, mais où j'avais des coupes de cheveux pas possibles et je faisais tout pour me faire remarquer. Voilà, et j'étais choisi plutôt en dernier en sport, où je n'aimais pas trop aller à la piscine parce que j'étais trop maigre, j'étais trop blanc, j'étais, je sais pas quoi. Bon, ouais, je pense, je voulais effectivement qu'on s'identifie. Et ça a marché parce que déjà pendant le tournage, tous les gens de l'équipe ont commencé à, Se dire, c'est mon à adolescence aussi. repenser à leur propre adolescence et ça faisait un lien invisible avec les enfants. J'espère que je parle pas trop vite. La dernière question. Il faut me le dire. Hein. Oui, oui, écrivez-le nous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous pouvez, parce que je ne sais pas si vous êtes 200 ou 2, je n'en ai aucune idée. Voilà. Alors, la dernière question fait suite à une question qui est arrivée plus tôt. Le film a-t-il une morale? Et nous n'avons pas compris la fin du film. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors, le film a-t-il une morale? J'en sais rien. Je pense que c'est un film qui est fait pour que chacun puisse se l'approprier et réfléchir. Et donc, j'ai pas voulu imposer une morale. Par exemple, j'aurais pu, par exemple, avoir un discours sur la religion. J'aurais pu, moi, mon idée de la religion, c'est ça. En ce qui me concerne, moi, je ne crois plus en Dieu depuis la quatrième, et alors que j'ai eu une éducation religieuse. Mais voilà, c'est comme ça. Tout d'un coup, j'ai arrêté de croire en Dieu, et donc je me suis éloigné de ce que mes parents m'avaient enseigné. Mais dans le film, je n'allais pas. Donc ma morale aurait pu être quelque chose, justement, un avis sur la religion. Mais j'ai pas voulu faire ça. Je voulais que chacun qu'il puisse exprimer ce qu'ils étaient dans leurs différences et leurs points communs. Donc je les ai laissés parler de religion, chacun à leur manière. Donc il n'y a pas mon point de vue là-dessus. Après, je me sens plus proche de Nazario qui à la fin dit qu'il s'est plus ennuyé à l'église qu'à la mosquée, qui voilà, qui semble être un peu plus dans une petite distance par rapport à la religion. Mais je ne voulais pas juger les uns et les autres, et je trouvais ça intéressant de leur laisser exprimer leur foi, parce qu'ils sont quand même, ils sont tous croyants, à part Nazario, qui n'est pas sûr. Euh, mais, mais voilà. Mais la morale, je sais pas. Je me méfie de la morale au cinéma, parce que ça fait pas forcément des bons films. Je pense qu'un film, il doit laisser la place au spectateur. Et je sais que j'en ai arrivé de discuter avec certains des jeunes du film ou de D'aulnay-sous-Bois qui veulent faire des films. Et des fois, ils veulent mettre une morale. C'est pas bien de voler, ou je sais pas, ou quelque chose qui a à voir avec la religion. Moi, je leur dis toujours attention, parce qu'un film, c'est pas un spot pour l'église évangéliste ou pour je sais pas quoi. Euh, ça peut donner des films un peu lourds. Voilà. Mais par contre, vous voyez peut-être une morale, et ça m'intéresse. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête des spectateurs. Euh, Moi, après, une morale, ce serait peut-être de ne pas avoir de pas avoir de préjugés sur les gens. Et donc pour la fin? Et alors pour la fin, vous n'avez pas compris la fin, mais alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il faudrait que vous me reprécisiez un petit peu. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Sinon, le Bénin nous dit qu'ils sont 13 en tout. Ah, d'accord. 2 classes différentes. D'accord, d'accord. Nous venons de prendre une photo au Bénin, mais nous ne sommes pas sûrs de pouvoir. D'accord, ok. Merci, je vous la ferai suivre. Oui, oui, d'accord. On envoie ça. Sinon, dans la suite de ce que vous étiez en train de dire, pas forcément juste, je lis peut-être, parce que vous avez fait des commentaires. On a l'impression qu'il n'a pas ramené sa culture béninoise. Ouais. Peut-être pour mieux s'intégrer et pour faire face au racisme, il a adopté la culture de là-bas, donc de la France. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Un mélange de ça, et je pense aussi d'un côté
scolaire, bien s'exprimer, comme il est en France, essayer de parler le mieux possible. Mais garder sa culture, elle vit dans les coins. Vraiment. Et quel autre truc et astuce vous donneriez par rapport aux à jeunes? pour faire des films Oui, ah oui. qui souhaitent travailler dans le possible, cinéma. sans études, de réaliser un Voilà. film? Avez-vous des astuces? Par exemple, on filmait avec un smartphone. Alors, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que moi, je n'ai pas fait d'études de cinéma. Je n'ai pas beaucoup fait d'études non plus, mais ça, je ne vous dirais pas de le faire pareil, parce que c'est sûrement plus difficile aujourd'hui. Mais j'ai appris en faisant des films avec mes copains, et en rigolant, en faisant des films. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, mais on a fait d'abord des photos, des diapositives, c'est des photos qu'on projetait. Moi, je passais de la musique dessus, on racontait des histoires, on rigolait. Après, on a fait avec des petites caméras vidéo, des caméras Super 8. Donc, évidemment que si on avait eu un smartphone, on aurait fait des films avec notre smartphone. Et je dirais que le smartphone, c'est très bien. Il y a même un long métrage qui est sorti au cinéma qui a été fait qu'avec un téléphone portable, comme ça, le même, un Apple, avec des objectifs. Bon, ils sont allés un peu plus loin parce qu'on peut mettre des objectifs de cinéma dessus. Mais c'est un film qui est très intéressant, je crois. Donc oui, bien sûr. Après, le problème, c'est le son, parce que c'est quand même très important. Il ne faut pas négliger le son. Je pense qu'on peut avoir une image pas terrible, mais si le son n'est pas terrible, c'est vraiment difficile de suivre un film et on ne veut pas le regarder. Donc, bon, après, vous pouvez aussi faire des films muets pour commencer. Moi, j'ai commencé par faire des films muets, en mettant de la musique dessus après. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un micro, ou alors en tout cas de faire le silence, de penser à ça, au son. Mais c'est très bien, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des films qu'on apprend. Et puis c'est marrant. Surtout, c'est marrant. Et voilà. Et après, j'ai lu 2 livres que m'avait conseillé un réalisateur et qui m'ont servi. Il y en a un qui s'appelle La grammaire filmique, qu'on trouve peut-être sur Internet en PDF, ou qui explique les règles très simplement de cinéma avec des dessins. Et je dirais que même en ayant lu les 30 premières pages de la grammaire filmique, j'ai compris les règles de base du cinéma. Et j'ai fait tout de suite un film avec mes copains. Bon, j'avais peut-être 20 ans à l'époque, peut-être un peu plus, 22. Et on a découvert ébahi que ça ressemblait déjà à un film. C'est surtout au niveau de la place de la caméra par rapport au personnage, que les regards, que quand ils se regardent, on a l'impression qu'ils se regardent. Je pourrais vous expliquer, mais il faudrait que je puisse dessiner. Puis bon. Mais si vous pouvez trouver ce livre. Et puis l'autre, il s'appelait La dramaturgie d'Yves Lavandier. Et c'était un livre de scénario qui est très bien fait, et très simple. Quoi, je veux dire, qui n'est pas ni snob, ni trop complexe. Euh, et voilà. Et oui, non, il y avait 3 livres. Et le troisième, c'était Hitchcock-Truffaut. C'est un entretien entre Alfred Hitchcock, un grand réalisateur qui a commencé à l'époque du muet, donc qui est très dans le visuel, ce qui est important au cinéma. C'est pas que du dialogue. Et Truffaut, qui est un grand réalisateur français. Et ils discutent de films, et c'est très, très intéressant. Mais bon, puis après, il faut pouvoir regarder des films, comprendre comment c'est fait. Mais c'est pas facile. Je veux dire, compliqué, trouver l'argent, se battre pendant des années. Il faut être complètement têtu, un peu fou peut-être, mais très, un peu monomaniaque. Voilà. Mais après, faire des films pour s'amuser, déjà, c'est super, et puis vous verrez bien. Après, en France, on a beaucoup de systèmes d'aide, on a un pays qui a beaucoup, c'est assez particulier pour ça, qui aide même des films étrangers d'ailleurs à se faire. Mais, je sais plus ce qu'il y avait comme. Alors, vous avez eu des réponses aussi. Nous voulions savoir s'il y avait un seul béninois dans l'école et pourquoi vous l'avez choisi. Et ensuite, le Brésil qui nous répond pour la fin, ce qu'ils n'ont pas compris. D'accord. Alors. Elvis, non, moi j'ai pas. Elvis, c'est un professeur de français, Monsieur Chani, qui m'a pas mal aidé et qui me parlait. Il me dit ah, tu devrais parler à machin, tu devrais rencontrer machin, il est intéressant, il est intéressant. Euh, et moi, c'est pas tant qu'il soit béninois, parce que ça je l'ai découvert quand j'ai parlé avec lui, parce que je connaissais pas ses origines. Et donc, c'est plus. En fait, ce qui était intéressant chez Elvis, c'était
justement son côté très bon élève et qui travaille à l'école et qui est très sérieux. Et ça m'intéressait. Et pour je vous dire un petit secret, enfin, pas secret, mais c'est que j'ai mis une capuche à Elvis. Et au début du film, on le voit rentrer à l'école, mais bon, on ne le connaît pas encore, et il enlève sa capuche. Et puis plus tard, quand il fait ses devoirs, il a une capuche. Et ça, pour moi, c'était pour montrer que, parce qu'en France, on a des préjugés sur les jeunes des cités, on les appelle les racailles, qui est un mot affreux, qui sous-entend que quand on a grandi dans une cité, on est une racaille, c'est-à-dire un voyou. Euh, et donc, l'uniforme de, entre guillemets, une racaille, c'est la capuche. Euh, et donc, alors que la capuche est surtout un vêtement à la mode chez les jeunes, et notamment chez les jeunes noirs de cité. Donc j'ai choisi de mettre la capuche à Elvis pour qu'on voit que sous la capuche, il y a Elvis qui veut devenir chirurgien et qui travaille à l'école. Encore une fois, pour déjouer les préjugés, pour faire bouger un petit peu les regards des gens quand ils regardent le film. Le dernier message. Merci pour les réponses. Bon, alors la suite à Swagger, j'ai répondu. Oui. À la fin, il n'y a pas de résolution des problèmes, il n'y a pas de solution. Nous avons trouvé la fin brutale. Alors, il y a deux choses. C'est que, effectivement, il n'y a pas de résolution des problèmes parce que le film. Les résolutions des problèmes, c'est souvent dans les films de fiction ou les films hollywoodiens, les films américains. Voilà. Là, c'est la vraie vie de 11 enfants et adolescents. Et moi, tel que j'ai écrit le film dans ma vie, dans ma tête, c'était une nuit, un jour, une nuit dans la vie de 11 personnes qui sont en point commun d'aller tous dans ce collège. Donc, c'est un instantané de leur vie. Donc, il n'y a pas de résolution. Effectivement, par exemple, Paul à la fin, pour prendre dans l'école, mais parce qu'au début, on le voit marcher. Il sort, il se prépare, il met sa cravate, il sort, et là, il y a des jeunes qui sont à moitié endormis. On va comprendre plus tard que c'est des dealers qui dorment dans son hall. Et voilà. Et à la fin, on le revoit juste partir à l'école avec une autre chemise, sa cravate, il a une chemise de couleur, et il va à l'école. Parce que Paul, il a toujours les mêmes problèmes. Il va toujours à l'école et il lutte toujours entre comment je vais m'en sortir, comment ma famille faire pour qu'elle ne sombre pas, et mes démons, est-ce que je vais travailler avec les dealers parce que c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte, est-ce que je travaille à l'école, est-ce que nanana, et ma différence, et je suis tamoul, et les autres disent que je suis sont racistes par moment, etc. Il est toujours dans sa vie. Et Régis, pareil, on le voit, il est dans une autre tenue, il va à l'école, il fait toujours attention à comment il est habillé, il a ses rêves de devenir styliste et tout, mais on ne sait pas, voilà, c'est un bout de leur vie. Après, Brutal, alors pour être très honnête avec vous, j'avais écrit une autre fin. Et c'était une fin qui nécessitait pas mal d'argent parce que ça se passait, c'était un rêve que m'avait raconté une fille là-bas et on les retrouvait tous dans le rêve. Donc, je peux vous raconter le rêve, elle avait rêvé qu'elle marchait dans la cité et que tout était désert et qu'elle entendait des cris d'enfants venant d'une cave et elle allait dans la cave et là elle découvrait qu'il y avait Michael Jackson qui avait enlevé ses enfants et qui voulait les tuer parce qu'ils étaient noirs. Et donc, et elle réussissait à les sauver et ils s'échappaient par les. Donc, moi, j'avais romancé cette histoire et je montrais que donc, Michael Jackson, c'était devenu une espèce de spectre, de zombie. Mais que c'était Michael Jackson, et puis il s'échappait, et dans son rêve, elle disait à la fin, et je les emmenais sur une île, et je réussissais à les sauver. Et je voulais remontrer l'école, et eux qui arrivent à l'école, un peu comme si c'était un peu cette île, un peu fragile, et les petits lapins, et tout ça. Mais bref, j'ai pas pu le faire, parce que pas d'argent, pas assez d'argent pour ça, parce qu'un film, c'est ça aussi, hein, il faut faire des sacrifices, mais des fois ça... Mais je pense que, finalement, cette fin-là, moi, je la préfère sûrement, parce qu'elle est simple, et effectivement, elle est peut-être un peu
petit peu brutal, mais en tout cas, voilà, on les a vus, c'est un instantané de leur vie, puis leur vie, elle continue, ils repartent. Mais moi, je trouve que moi, je suis souvent ému quand je vois la fin parce que parce qu'on les connaît. Au début, on les connaît pas, et puis, et puis à la fin, eh ben, on sait qui ils sont, on sait leur vie, et leur vie continue. Alors, j'ai pas fait d'études, hein, j'ai arrêté avant le bac, moi. Ouais. Et donc, c'était pour faire suite à Swagger 2. Quel est le thème du film pour l'instant Alors, attends. Quel est le On thème veut du que film? Swagger Où 2 soit a-t-il tourné au été Bénin. filmé? Oui, que Swagger 2 soit tourné au Bénin. Ouais. Quel est le thème du film 2? Est-ce que vous me parlez du prochain film que je vais faire? Ou le thème de Swagger? Le prochain. Combien de films avez-vous réalisé? Alors, je réponds à ça. Si vous voulez, oui, bien sûr. J'ai réalisé Swagger, c'est mon deuxième film qui sort au cinéma. Le premier, il s'appelle Robert Mitchum est mort. Et j'avais réalisé avant un court-métrage, puis avant avec mes copains, tout ça, pas mal de courts-métrages, autoproduits, bricolés, tout ça. Puis j'avais fait une série qui s'appelle Le Bidule, où on avait fait 78 épisodes. C'est comme ça que je suis devenu réalisateur, qui passait sur Canal+, dans la télévision française. On peut le trouver sur Internet, Le Bidule, en tapant Boris du Bidule. Et c'est des épisodes de 3 minutes, et c'est avec mes copains avec qui j'ai commencé à faire des films adolescents. C'est eux qui jouent dedans, donc c'est un peu le prolongement de tous nos délires de quand on était ados. Mais c'est une série assez politique, et une série qui parle du futur, mais c'était il y a 17 ans qu'on l'a faite. Et il y a certaines choses qui sont pas loin de ce qui arrive aujourd'hui. Et après, j'ai fait des clips, j'ai fait des publicités. Pour gagner ma vie, j'ai fait pas mal de publicités. J'ai beaucoup appris, en tout cas sur le tournage, en faisant ça, même si c'est pas du tout pareil que le cinéma. J'ai fait des films expérimentaux, j'ai fait plein de trucs. Peut-être une dernière question qui est un petit peu plus tôt, comme ça c'est l'après-film, on est toujours dans la chronologie. Donc vous disiez tout à l'heure que vous les contactez toujours, est-ce que Oui. certains ont réalisé leurs rêves, où est-ce qu'ils en sont Oui, ben, il y en a qui sont toujours au collège, les plus petites, Naïla, Mariama, elles sont en 4e aujourd'hui. Mais c'est long, hein, parce qu'ils sont 11 ans. C'est ce genre de questions qui sont... C'était dans le chat. Moi, je fais je peux pas répondre pour tout. Et puis, Naïla, elle veut plus devenir architecte, elle veut devenir footballeuse. Ah. Et elle est capitaine de son équipe de foot. Et sa maman pense qu'elle va devenir éducatrice sportive ou professeure de sport. J'aurais toute une histoire à raconter sur elle, mais elle n'est pas très drôle et elle est un peu longue. Mais elle est intéressante, mais parce qu'il y a eu un fait divers en France, à Aulnay-sous-Bois, il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé, la police qui a agressé un jeune homme innocent qui était éducateur sportif. Et c'était l'éducateur sportif de Naïla. Et donc ça l'a un peu bouleversé. Et il y a eu beaucoup d'émeutes après, toute la ville s'est un peu enflammée, en tout cas la jeunesse en colère. Et Naïla, elle habitait vraiment dans le quartier où il y avait les émeutes, où il y avait des coups de feu. Et donc la police française, il y a une brigade de police à Aulnay, violente, raciste, je pense. Et donc il y a eu beaucoup de problèmes liés à ça. Et en même temps, au même moment, un type s'est fait tuer dans la rue de Naïla, un gangster, et donc la police à la fois s'attaque à un innocent, les parents disent aux enfants de faire attention à la police, d'avoir peur de la police à raison, et en même temps, quand il y a un vrai crime qui se commet, on n'arrête pas le coupable. Voilà. Tout ça est une situation compliquée à Aulnay. Mais Naïla, je pense qu'elle a été un peu secouée par tout ça, mais ça va mieux aujourd'hui. Pardon, je raconte une histoire pas très drôle. Mais elle a été contactée. Moi, j'ai été contacté par 3 cabinets d'architecture qui voulaient la prendre en stage, et dont le plus gros cabinet d'architecture français qui a réussi à la prendre finalement parce qu'elle voulait plus le faire, mais je crois qu'elle a été maligne, l'architecte, elle lui a acheté des places de la Coupe du Monde féminine de foot et elle a réussi à la prendre en stage. Donc, j'ai pas eu de nouvelles du stage, mais donc finalement la réussite de Swagger a... Ah oui, il y a eu des... Ouais, il y a eu Régis,
Alors, il y en a qui ont passé leur bac, Aïssatou a eu son bac, ils ont tous eu leur bac, Régis a eu mention très bien, et il a intégré une très grande école de mode française, grâce à l'aide de quelqu'un qui m'avait contacté aussi, qui voulait aider Régis et Paul, qui l'a aidé à trouver l'école, à se cotiser pour trouver l'argent. Régis a une émission maintenant sur Black Pills, il fait des émissions de mode de 10 minutes, qu'on trouve sur Internet et tout. Donc il est à fond dans la mode, il a fait des stages dans des grands magazines de mode. Voilà, Abou et Aaron font une fac de théâtre. Je crois qu'Aaron il commence à un peu décrocher, ça lui plaît pas tant que ça, mais Abou a l'air de s'accrocher. Aïssatou, elle fait un BEP d'études de la qualité de l'eau, mais là elle m'a envoyé des messages, elle m'a dit ça ne m'intéresse plus, elle voudrait devenir photographe. Et il faut que je parle avec elle, parce que le photographe, c'est un métier, c'est difficile de gagner sa vie, surtout que maintenant tout le monde fait des photos, tout le monde a des appareils photo. Voilà, je veux pas dire tout le monde, mais Elvis, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et tout le monde grandit. Voilà, Astan et Salimata. Salimata veut faire une école d'infirmière. Je crois qu'elle n'a pas réussi le concours et elle veut peut-être devenir assistante maternelle. Et Astan, qui est sa sœur, qui a les cheveux tirés là, derrière, qui se met à pleurer un moment, c'est la sœur de Salimata. Elle veut aussi devenir infirmière. Voilà. Bon. Je vous propose que l'on se quitte là-dessus. Non? Encore quelques questions? Nous allons devoir partir. Ah, bah voilà. Nous nous sommes entendus. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup. Je suis désolé. Envoyez-nous vos toutes photos. Les questions, mais merci beaucoup. Oui, envoyez les questions qu'on fera suivre, on se débrouillera. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée pour ceux qui sont en Amérique du Sud et bonne nuit pour les autres. Merci, d'accord, au Brésil, super, voilà, super, ok. Vous avez gagné un voyage. Et envoyez-moi des petites photos, ça me ferait plaisir de vous voir. Oui. Voilà. Merci à tous et au revoir. C'est marrant.